Ce genre de conflit, vous savez, entre Donald Trump, l'administration Trump et les médias. Plusieurs reportages de CNN ont affirmé que 80% de leurs intercepteurs, de leurs missiles intercepteurs, avaient été épuisés pendant la guerre en Iran. Et Donald Trump, nous avons eu la réaction de Pete Hegseth. Et aujourd'hui encore, on voit Donald Trump réagir à un nouveau reportage de CNN. CNN affirme que Trump s'irrite des informations sur l'épuisement des munitions, car il estime que cela l'affaiblit dans les négociations avec l'Iran. C'est le nouveau reportage. Quelle est la réalité? Il n'y a pas seulement la question des intercepteurs. Reuters a aussi rapporté qu'il manquait d'ATACMS et de PRSM. En considérant les deux côtés de cet argument, quelle est votre compréhension de la situation? Eh bien, j'en ai parlé dans 4 livres. Les forces armées des États-Unis ne savent pas ce qu'est le soutien logistique. Et si elles ne le savent pas, c'est parce que pendant que le Dow Jones monte à Wall Street, les États-Unis se désindustrialisent à un rythme absolument écrasant. Cela a commencé, évidemment, au milieu des années 60, puis ça s'est poursuivi, bien sûr, dans les années 80. Ce n'est donc plus le pays qu'il était autrefois. Même pendant la guerre du Vietnam, que les États-Unis n'ont déjà pas réussi à gérer. Et ils ne peuvent pas produire. Les délais de production sont énormes. Les systèmes d'armes eux-mêmes ne sont pas si bons. On voit bien ce qu'est le Patriot, par exemple. C'est essentiellement de la pure camelote. Et parmi beaucoup d'autres choses, oui, ils peuvent produire une sorte d'armement à distance comme ça. Vous savez, des ATACMS, des ER, GMLRS, toutes sortes de missiles lancés par des HIMARS. Ils peuvent mettre, et encore une fois, ce sont essentiellement des Frankenstein, ils peuvent mettre cette GBU, vous savez, dans une sorte de roquette, et oui, voilà, PRSM, peu importe. Donc au fond, tout repose sur le GPS et sur le fait de le guider d'une manière ou d'une autre vers une cible. Et c'est tout. Donc la capacité de production n'existe pas. Elle n'existe plus depuis longtemps. Et maintenant, je veux dire, peu importe ce que pense Trump, il est complètement déconnecté de la réalité. Et même s'il connaît la réalité, ce qui est bien sûr douteux, le problème, c'est que tout est une question de gestion des perceptions. La réalité, c'est que les Iraniens sont de bons mathématiciens. Al-Khwarizmi nous a donné, en fait, l'algèbre, pour ceux qui ne comprennent pas. Et il était perse, vous savez. Alors s'ils pensent que les gens ne savent pas compter, j'ai un pont à leur vendre. Donc, la seule chose dont ils soient capables, y compris le Pentagone, et vous savez la Maison-Blanche, Washington DC en général, le marécage de ces créatures, c'est qu'ils ne comprennent vraiment pas ce qu'est la guerre. Ils ne connaissent que la perception. Ils font seulement semblant de pouvoir encore négocier, sans comprendre qu'ils ont été totalement humiliés militairement. Et donc, peu importe ce que pense Trump, qui s'en soucie. Il n'est pas pris au sérieux. Les États-Unis ne sont plus pris au sérieux. C'est la réalité qu'aucun d'entre eux n'a le courage d'affronter, vous savez. Ils ne veulent pas se regarder dans le miroir. Alors ils vont continuer à vivre dans ce monde imaginaire, à se raconter qu'on les aurait affaiblis d'une manière ou d'une autre, comme si les Iraniens ne savaient pas combien il reste de marge de manœuvre, évidemment. Et il y a une crise. C'est une crise militaire. Elle est aussi précipitée par la situation de l'opération militaire spéciale. Et ce que vous observez maintenant, c'est une panique et une hystérie généralisée dans les médias, y compris, et ils vont s'entre-dévorer. Qu'ils le fassent. Je veux dire, ils ne valent rien, tous les deux, en réalité. Trump ne sait pas diriger le pays. Son administration non plus. Le Congrès américain, c'est une Knesset. Ils font vraiment tout uniquement en faveur d'Israël. Ils ne comprennent pas comment assurer le développement industriel du pays. C'est absolument hors de leur portée, vous savez, sur le plan académique, de l'expérience et tout le reste. Donc voilà où nous en sommes. C'est au fond la désintégration du système politique qui est totalement corrompu.
Et les gens qui conseillent Trump, comme Hegseth. Qui est Hegseth? Il a été en Afghanistan. Waouh! Il a vu des gens tirer avec des AK-47. Waouh! Très impressionnant. Ce type n'a aucune expérience militaire. C'est quelqu'un des médias. Donc voilà le genre de personnes qui composent, malheureusement, une grande partie du corps des officiers de l'armée américaine. Des gens sans véritable expérience militaire sérieuse. Ils sont passés par ces filières, vous savez, les ROTC et ce genre de choses. Ce sont tous ces généraux bardés d'étoiles. Ce sont des généraux politiques. Ils font carrière en léchant les bottes de quelqu'un et en lui léchant le cul. Donc oui, c'est cette combinaison de tous ces facteurs qui se rejoignent. Et puis soudain, à cause de leur amateurisme et de leur incompétence, ils se sont mis dans la tête, de façon obsessionnelle, qu'ils allaient faire du choc et effroi. Oui, l'Iran, vous savez, 93 millions d'habitants. Ils ont cette bande de crétins parmi les dissidents iraniens qui leur ont raconté, comme Chalabi leur avait raconté pour l'Irak, « Oh oui, on va vous accueillir à bras ouverts. » Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Et puis soudain, qu'est-ce que vous avez? L'armée américaine n'a jamais réellement pu soutenir des opérations parce qu'elle n'a pas, surtout à l'époque moderne, la logistique, les approvisionnements, tout ce qu'il faut. Et voilà le résultat. C'est aussi simple que ça. Ils ont liquidé tous ces stocks, qui n'étaient déjà pas énormes au départ, en Ukraine. Et maintenant, ils se retrouvent face à ça. L'Iran a en gros planté le dernier clou dans le cercueil de l'Empire américain. On ne peut pas faire quelque chose quand on n'a pas les moyens de le faire. C'est très simple. Moi, je veux voler dans les airs comme Superman, mais j'en ai pas la capacité. Je ne suis pas Superman. Je peux faire semblant. Je peux aller enfiler la tenue de Superman ou le costume de Superman dans une convention de cosplay, mais ça ne fait pas de moi Superman. Et c'est exactement ce qui est arrivé aux États-Unis. Andrei, certains responsables politiques aux États-Unis critiquent en fait Donald Trump parce qu'il n'accepte pas la politique ukrainienne, parce qu'il parle de l'Ukraine qui fabrique des drones. Nous pourrions apprendre d'eux. Ils vont nous aider à produire des drones pour nous opposer à l'Iran. Selon vous, quelle est cette capacité? De quoi parle-t-il? Savent-ils en quoi consiste cette capacité? Écoutez, d'abord, il faut comprendre que le législateur américain moyen est stupide. Ce sont des gens totalement incompétents. La plupart ont des diplômes de droit. Et même ceux qui, comme Tom Cotton, oui, il était en Afghanistan, c'est un héros, ne comprendront rien du tout à la guerre moderne. De toute évidence, même les chefs d'état-major interarmés ont du mal à la comprendre. Et oui, ils voient ce sujet populaire, les drones. Bien sûr, les drones sont une composante importante de la guerre. Donc la seule idée que le membre moyen du Congrès ou le sénateur américain puisse avoir en tête, c'est évidemment comment commettre un crime de guerre. Alors, quel est ce crime de guerre? Construisons des drones et attaquons des civils. C'est la seule chose qu'ils savent faire. Et c'est bien là toute l'idée. Mais il n'y a rien à apprendre sur les drones. Les drones eux-mêmes, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Même les drones les plus sophistiqués, on y ajoute, vous savez, toute une série de bons systèmes optroniques, comme de l'infrarouge et de l'optique classique. On peut aussi y mettre autre chose, selon la conception du système. On peut les rendre plus ou moins manœuvrables, avec une portée plus ou moins longue. C'est-à-dire, ce qui compte, ce sont les tactiques, comment il faut les utiliser, et évidemment, leur application sur le plan opérationnel. Mais pour pouvoir faire ça, l'Ukraine ne peut rien produire de sophistiqué. La majeure partie est déplacée en Europe, vers l'Europe. Et dans des pays comme l'Allemagne, l'Italie est très importante. Tous ces ateliers fabriquent en gros ces drones plus grands et les fournissent à l'Ukraine.
Cela inclut par exemple ces drones à longue portée, ces UAV comme les Bayraktar qui sont toujours fournis par la Turquie et la Pologne en fabrique aussi. Donc, vous savez, en réalité, l'Ukraine en dépend totalement. Et la seule expérience qu'ils ont, c'est de savoir mener ce qu'on appelle le combat RR avec des drones. C'est important, ne vous y trompez pas, c'est une compétence importante. Mais technologiquement, ce n'est pas tant. C'est une question opérationnelle, de la manière dont on les emploie sur le plan opérationnel, pas tactique. Tactiquement, c'est compréhensible. Vous avez de bons opérateurs. Ils sont entraînés, et vous savez, ils deviennent vraiment maîtres dans ce domaine. Mais la réalité, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, c'est que c'est la dernière chose à laquelle ils s'accrochent. Parce que les États-Unis, hier, dans ma vidéo, j'ai présenté quelques chiffres sur ce que les États-Unis ont fourni à l'Ukraine en matière de toutes sortes d'armes. Donc, en gros, ils en sont maintenant au fond du baril, avec seulement leur stock de première ligne de munitions et, vous savez, tout autre moyen relevant de leur système d'armes, parce qu'ils ne peuvent plus les fournir à l'Ukraine. Sinon, ils épuiseraient leurs propres armes, appelez cela leur capacité de défense ou de combat, au sein des unités de première ligne de l'armée et des forces armées américaines. Donc, en conséquence, les drones. D'accord, qu'est-ce que c'est? Oh oui. Alors, il faut comprendre qu'ils paniquent à ce point que, si vous lisez les gros titres de la semaine dernière, ou même de cette semaine, c'est bizarre. D'après ces titres, les Russes sont en train de perdre la guerre et ont même perdu du territoire. Évidemment, rien de tel ne s'est produit. En réalité, c'est tout le contraire. Mais c'est ce qui se passe. Et pour un esprit primitif, qui n'a jamais servi un seul jour dans les forces armées, qui n'a aucun diplôme en intégration de systèmes d'armes, et aucun, vous savez, grade d'officier, c'est, à gauche, les drones. D'accord, oui. Lançons ces drones et tuons autant de Russes que possible. C'est la seule chose qu'ils ont. Et c'est parce que, bon, j'écris mon 5e livre, qui devrait paraître, je l'espère, au début de l'année prochaine. C'est une force obsolète. Ces concepts opérationnels et stratégiques sont obsolètes. Ils ne savent pas comment faire la guerre. Et par conséquent, comme je l'ai déjà dit, ils s'accrochent à ces vieux drones, d'accord? Et eux, bien sûr, la seule chose que les États-Unis savent faire, c'est les relations publiques, la propagande. C'est la seule chose. Et par conséquent, on a ce mélange, en réalité explosif, si vous voulez, de propagande, de désespoir, de mensonges, et ainsi de suite. Évidemment, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le véritable environnement dans lequel on peut comprendre la situation. Et puis, il y a un autre point fondamental que je défends publiquement depuis de nombreuses années. Si vous avez un diplôme de sciences politiques, vous ne serez pas capable de comprendre quoi que ce soit. Il faut avoir, nous sommes en 2026, la guerre est extrêmement complexe. Ces niveaux tactiques et opérationnels sont tellement complexes qu'il faut de véritables compétences solides en ingénierie militaire. Pas l'ingénierie au sens américain, comme le corps du génie de l'armée américaine, qui est essentiellement, au sens large, une entreprise de construction avec des épaulettes. Non, je parle d'intégration de systèmes, de conception de systèmes d'armes, de choses de cette nature, de ciblage, de reconnaissance, et ainsi de suite. Si vous ne les avez pas, vous ne comprendrez pas l'essentiel. Les gens continueront de s'accrocher à ces vieux drones. Très bien, les drones sont importants, ne vous y trompez pas, mais ça s'arrête à peu près là. Ils ne seront pas capables de vous expliquer comment se fait le ciblage, comment les solutions de tir sont élaborées, pourquoi ils ratent tout le temps. Ils ne peuvent pas, vous savez, expliquer quel est le degré de sélectivité des dispositifs de guidage, en gros, et des choses de cette nature. C'est ce type de discussion qu'il faut avoir. Aucun d'entre eux, par exemple au Congrès américain, n'est capable de tenir cette discussion. Et ils ne comprendront pas
comment le paradigme technologique se traduit concrètement dans les questions opérationnelles et stratégiques. C'est pour cela qu'ils se trompent constamment dans leurs calculs. C'est aussi simple que ça. Je pense que le problème, Andrei, avec les drones, c'est qu'ils ne semblent pas comprendre qu'on ne gagne pas une guerre en utilisant des drones, en attaquant telle cible ou telle autre. Tout repose sur une stratégie, comme vous l'avez dit, une grande stratégie pour la guerre. Or, il semble que la grande stratégie des États-Unis, à mon avis, dans ce qui se passe contre la Russie et l'Iran, et dans la poursuite de la guerre, soit la suivante. Ils veulent continuer cette guerre. Ils ne savent pas quel est l'objectif, quelle en serait l'issue, quel serait leur point final. C'est simplement la poursuite de la guerre. Rien d'autre ne vient de Washington. Quelle est votre compréhension de cela? Eh bien, c'est précisément ce que je dis. Mon premier livre, si vous vous en souvenez, s'intitule « Perdre la suprématie militaire », alors qu'elle n'a jamais existé au départ. Et c'est toute la myopie de la planification stratégique. Il n'y a pas de planification stratégique. Prenez n'importe quel général américain. Il ne comprendrait pas la première chose aux opérations interarmes. Prenez Donahue, Cavoli, Aguto, peu importe. Je ne parle pas de Hodge et Kellogg qui se donnent en spectacle comme des clones, vous savez, dans les médias. Ils ne comprennent pas ce qu'est la guerre. Ils n'enseignent tout simplement pas ça dans les académies militaires américaines. Ils leur enseignent. Eh bien, si vous regardez attentivement ou, comme certains disent, c'est l'étalon. C'est quoi? Oui, c'est l'Irak. C'est la seule chose, vous savez, c'est la seule chose qu'ils connaissent. C'est Al Bundy. C'est 4 touchdowns dans un seul match, qui se souvient encore, vous savez, de la façon dont il jouait au football au lycée, et qui, en gros, a marqué 4 touchdowns dans ces matchs-là. Waouh, impressionnez-moi. Et ils n'ont pas la mesure de la balance. Ils ne comprennent pas ce que c'est. Et maintenant, ils ont été interpellés. Encore une fois, à bien des égards, l'opération militaire spéciale et l'Iran sont liés, parce qu'au fond, ils découlent naturellement d'une défaite catastrophique qu'ils ont subie. Pendant un temps, ils ont réussi à la cacher. Maintenant, elle est au grand jour. Comme je l'ai déjà dit, je l'avais annoncé depuis de nombreuses années. Dès que les États-Unis cessent de se cacher derrière leurs alliés par procuration, c'est fini. Ils sont incapables de mener une véritable guerre sérieuse. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, combien de fois l'Iran a-t-il déjà été vaincu? Certains disent 40 fois. Je ne sais pas combien de fois Trump. Et oui, maintenant la Russie est absolument vaincue. Oui, acculée. C'est eux. Ils n'ont pas d'honneur. Ils n'ont pas d'intégrité. Ils n'ont aucun respect pour eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils continuent sans cesse ces guerres, complètement perdus, désorientés, sans comprendre ce qui se passe. Parce que oui, ils auraient dû mieux étudier. Ils auraient dû apprendre. Mais ils ne le font pas. Ils sont incapables d'apprendre. L'armée américaine en est incapable. Et donc la seule chose qu'ils projettent, y compris au niveau des législateurs et de tous ceux qui prennent les décisions, et le pouvoir de la bourse appartient au Congrès américain. C'est lui qui contrôle l'argent, le budget. Vous savez, ce sont eux qui financent en gros tous ces marchés publics et autres questions, les crédits budgétaires si vous préférez. C'est de dire, oui, construisons de la puissance aérienne, parce que, vous savez, la 8e Air Force a gagné à elle seule la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, ils avaient ces Ruskovs. Oui, on les a bombardés, vous savez, les nazis, jusqu'à les anéantir, évidemment. Ce qui n'a aucun rapport avec la réalité. Et je ne dis pas ça pour dénigrer de quelque manière que ce soit l'héroïsme et le dévouement des militaires américains qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est ce qu'ils ont en tête. Beaucoup d'entre eux pensent encore qu'on peut gagner une guerre par la seule puissance aérienne.
parce qu'ils n'ont manifestement jamais étudié correctement l'histoire militaire. Tout ça, ce sont des histoires inventées et des contes de fées. Et quand vous avez ça, et que vous avez un corps d'officiers qui vient servir dans ce cadre-là, vous avez cet environnement jusqu'au moment où il se retrouve vraiment face à une situation grave, réelle. Et nous parlons du fait que, si les États-Unis entrent dans une guerre terrestre avec l'Iran, le Vietnam paraîtra une simple promenade de santé en comparaison. L'armée des États-Unis ne peut pas subir de lourdes pertes, et c'est pour ça qu'il les dissimule constamment. C'est tout ce bloc, en gros, vous voyez comment dire, gangrené par la corruption de part en part. Et voilà le résultat. Les États-Unis ont eu la chance que les Russes, par exemple, les Soviétiques, savaient ce qu'était la guerre. Et ils n'ont pas recommencé, parce que de toute évidence, ils avaient tellement perdu. Les États-Unis, eux, avaient au moins à l'époque du bon sens et des gens d'expérience, comme évidemment Eisenhower. Vous voyez, des gens de cette envergure qui comprenaient qu'on ne pouvait pas y aller et refaire cette chose horrible. Cette génération a complètement disparu. Comme je l'ai déjà dit, le législateur américain moyen est un lâche belliqueux et belliciste. Et donc, il pense savoir ce qu'est la guerre. Ce n'est pas le cas. Par conséquent, nous devons avancer avec une très grande prudence avec les États-Unis parce qu'ils deviennent essentiellement, vous savez, le patient d'un service psychiatrique avec une grenade. Il faut donc les gérer avec précaution. Mais à part ça, je veux dire, c'est tout simplement de l'incompétence. On peut le dire maintenant, c'est incompétent, et les forces armées américaines sont obsolètes. C'est une force des années 1990, conçue pour combattre avec une extrême prudence en choisissant les ennemis qu'elle affronte. Soit en les achetant purement et simplement comme les Israéliens, qui sont achetés en gros avec leur président, soit l'Irak, soit un État arabe faible, qu'on peut corrompre et soudoyer jusqu'à une soumission totale, ce qu'ils acceptent volontiers. Dès qu'ils affrontent un véritable ennemi, ils s'effondrent. Ils s'effondrent. Nous avons eu un reportage sur CNN selon lequel Bradley Cooper, le chef du CENTCOM, demande à ses commandants et à ses forces de proposer des idées innovantes pour combattre l'Iran. Il semble qu'il pense toujours qu'il doit y avoir une sorte de solution militaire à ce qui se passe, Andrei. La perception du CENTCOM, le terrorisme. Nous tuons des civils. C'est tout, c'est la seule chose qu'ils savent faire. Encore une fois, le Pentagone est incompétent. Et ils sont, on en parle beaucoup. Mais encore une fois, beaucoup de gens ne savaient pas que j'en parle. Parfois, on ne peut pas expliquer à un officier américain l'abîme qui le sépare, par exemple, disons, d'un officier russe sérieux et de haut niveau. C'est un abîme sur le plan académique, de l'expérience, de la culture, du social, enfin de l'intellect. Alors, quelles sont les idées innovantes? Les idées innovantes, c'est de tuer des civils. C'est ce que font les États-Unis. C'est pour cela qu'ils font en réalité la même chose avec les civils russes, lors d'opérations militaires spéciales contre les territoires russes. Et Maria Zakharova l'a aussi expliqué, en substance, à Macron, par exemple. Lui aussi est un terroriste, en substance. C'est ce qu'il est. Et c'est tout. Ils n'ont aucune autre option. Leur seule option, c'est le nucléaire. Mais ce sera la fin des États-Unis en tant qu'État normal. Ils deviendront un État défaillant. Cela pourrait encore effrayer des vassaux et des gens sans honneur, comme les Japonais qui ont commémoré leur... Vous savez, aujourd'hui, nous sommes le 6, Hiroshima, puis Nagasaki plus tard, et qui ne disent toujours pas qui les a réellement bombardés. À terme, cela sera réécrit de telle sorte que ce sera l'Union soviétique qui aura largué les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, tandis que les États-Unis auront vaincu Hitler aux alentours de Stalingrad. Je n'exagère pas tant que ça. On dirait presque que c'est dans cette direction que ça va. Nous assistons à la folie totale du système politique, économique et militaire
qui a complètement cessé de fonctionner. Et quand Brad Cooper, c'est aussi lui qui a déclaré qu'il fallait arrêter immédiatement de bombarder le détroit d'Ormuz, parce que les États-Unis sont en train qu'à un moment donné, ils vont manquer de bombes. C'est aussi simple que ça. Et après, qu'est-ce que vous avez? Vous allez faire voler quoi? Des avions sans munitions à emporter. Donc voilà. Oui, c'est à ça que ressemble l'effondrement. Et beaucoup de gens vont Encore une fois, je suis évidemment l'opération militaire spéciale, et je vois l'hystérie, le niveau de pleurnicherie. Vous avez littéralement des législateurs qui sortent et disent « Ah oui, l'Ukraine a renversé la situation. Ils ont pris des territoires. » Sérieusement? La dernière fois que j'ai vérifié, c'était l'inverse. Mais bon, oui, c'est ça qu'ils sont. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas gérer le fond des choses, ni gouverner, ni planifier des opérations interarmes, ni mener les opérations de soutien logistique, ni les y intégrer. Tout simplement pas. La majorité d'entre eux sont formatés par les sciences humaines, des juristes, des politologues et j'en passe. Vous avez des généraux et des amiraux qui ont fait des études de littérature. Bon sang. Je ne plaisante pas. Vous pouvez vérifier. Comment peut-on devenir officier général avec un diplôme de littérature? Parce qu'on vous a fait passer par un programme de 4 ans quelque part. Vous savez, c'est tout. On ne peut pas enseigner l'intégration de systèmes à quelqu'un qui a un diplôme de sociologie. On ne peut pas. On ne peut pas lui expliquer comment ça se traduit dans les enjeux tactiques et opérationnels, parce qu'il n'a pas les outils. Et il faut les former pendant de très très nombreuses années. Il faut aussi les entraîner dans l'environnement approprié. Les États-Unis ne l'ont pas.